L'actualité à la une, à ce soir, des marchands à la recherche de la clientèle dans Ouagadougou, des rues bondées par des commerçants, le secteur informel va florissant mais marqué par un manque de financement adapté. C'est le sujet phare du grand journal du dimanche. Un invité vient en parler, Boukari Sawadogo du Centre de gestion agréé. Un bitume transforme les habitudes des populations sur l'axe Dori-Setenga. Depuis le passage du goudron, les recettes ont grimpé au grand bonheur des transporteurs riverains et douaniers. Et puis, Irène Tassambedo représente la jeunesse dans un spectacle de danse. La création présentée hier retrace l'aspiration des jeunes au mieux-être. Elle sera diffusée partout au Burkina où besoin sera. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h. Nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes. C'est le grand journal. En marge du sommet de Cotonou, le président du Faso a eu plusieurs audiences. Il a eu un tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Rochma Christian Kaboré a aussi échangé avec les Burkinabés résidents au Bénin. Le consul et le personnel du consulat ont échangé aussi avec le chef de l'État, Lucas Bayala Godefroy Bazier. Une rencontre bilatérale pour évoquer des sujets qui intéressent le Burkina et la Côte d'Ivoire. Les sommets de Cotonou ont permis à Rochma Christian Kaboré et Alassane Ouattara d'avoir quelques échanges. Et rien n'a filtré de ces discussions. Par contre, la communauté burkinabé vivant au Bénin, reçue par le chef de l'État, a expliqué les préoccupations qui l'assaillent, comme la construction de la maison du Burkina à Cotonou. Non, nous avons un projet avec un business plan. Et les autorités pourront, par exemple, nous soutenir via, par exemple, une institution financière et enfin, nous, pour rentabiliser les finances qui ont été prises pour faire ce projet. Nous espérons qu'avec ce nouveau mandat du chef de l'État, ce ne serait pas uniquement un projet social-démocrate sur le programme de campagne, mais un programme de gouvernance que tous les Burkinabés attendent. C'est pour ça qu'on leur fait vraiment confiance. Rochma Christian Kaboré a également accordé un entretien au personnel du consulat du Burkina au Bénin qui prend en charge les compatriotes expulsés de plusieurs pays africains. Au cours de cette audience, son Excellence le président Rochma Christian Kaboré craignait un peu de la communauté burkinabé du Bénin et il s'acquiert des conditions de consulat honoraire. Et il a saisi cette occasion pour remercier et féliciter le consulat engendré jusqu'à présent. Les différents périodes, en l'occurrence les expulsions massives que nous connaissons du Gabon, de Guinée équatoriale, dont nos compatriotes transitent par le Bénin. Et ça a été l'occasion pour le chef de l'État de nous féliciter et de voir et de nous dire tous ces encouragements. Une série de rencontres pour prendre le pouls de la vie des Burkinabés de l'étranger qui n'est pas toujours tranquille. Voici un secteur auquel va certainement s'attaquer le nouveau président du Faso, le secteur informel. Il est représenté par ces marchands qui parcourent la ville d'est en ouest, du nord au sud à pied pour vendre leurs marchandises. Ils sont des milliers chaque jour à parcourir ces kilomètres à la recherche de la clientèle, mais cela ne se passe pas sans difficulté. Roger Kam, Ismaël Diloma Sirima. Ils marchent pour gagner leur vie. Illettrés par disposant d'aucune formation, ces jeunes ont opté de circuler dans les rues et ruelles avec des articles de tout type et de toute nature pour l'effort du temps. J'ai pris mes affaires vers le stade municipal pour venir au grand marché. Je vais ensuite me diriger vers Paspanga, puis à Gunguin en passant par l'Arli. Pouvoir relier autant de parcours des dizaines de kilomètres, Sel Ouedraogo nous a dévoilé le secret de ce plan. Il y en a qui mangent du café pour pouvoir faire ce qui, sans conséquent, marchand ambulant prédisent travail en que sa condition physique court. En tout cas, ça me fait mal au bas, c'est pas facile. Souvent même, tu peux être malade, tu n'arrives même pas à aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas l'argent. L'hôpital aussi, ça coûte cher. Il n'y a pas moyen, par là-bas, on ne te regarde même pas. Conscient de ces risques, la majorité des marchands ambulants que nous avons rencontrés avouent faire ce travail par défaut. On parle chaque fois de soutenir la jeunesse, mais on oublie toujours les marchands ambulants qui sont aussi des jeunes. Je pousse cette charrette pour nourrir 4 personnes.
Je fais ça parce que je n'ai pas un autre boulot et aussi parce que je ne suis pas allé à l'école. Quant à combien peut gagner un marchand ambulant par semaine ou par mois, tous sont unanimes. Les gains sont aléatoires. Et puis certains ont choisi d'occuper les coins de la rue pour s'installer, parfois illégalement. Au marché central, par exemple, camionneurs et commerçants se bousculent à longueur de journée. Zoom sur l'occupation anarchique des espaces publics. Issa Kafando, Dramandadia. Difficile de se frayer un chemin par là. Ambulants, vendeurs de rue et usagers de la route se côtoient ici à longueur de journée. Nous sommes aux abords de Rodwoko, le marché central de Ouagadougou. Le constat est le même dans les autres marchés zéya de la capitale burkinabé, ce qui fait des mécontents. Vous verrez par-ci, par-là, des camions garés. Tu peux, à 20 mètres de ton bureau, faire pratiquement 30 minutes parce que la voie est complètement encombrée. Il faudrait que les forces de l'ordre reprennent du poids comme avant 2011. Parce que vous savez que tout est venu après sur la mutinerie de 2011. Donc la ville était devenue carrément du désordre. Il n'y a pas de contrôle. Donc nous sommes laissés à notre guise. L'anarchie, c'est justement là le problème. Une situation causée par la montée du secteur informel. Selon des enquêtes réalisées en 2013 par la BAD et l'Institut national de la statistique et de la démographie, le secteur informel non agricole regroupe environ 80% des actifs urbains et sa contribution au produit intérieur brut du Burkina est estimée à plus de 32%. Les acteurs du secteur avouent donc ne pas comprendre leur difficile intégration sur la place du marché. Il y a un certain acharnement sur nous qui évoluons dans le secteur informel. Problème de place et à chaque fois, les agents de la mairie nous demandent de quitter les lieux. Quand vous prenez ceux qui sont dans l'anarchie, ils paient les impôts, ils paient la taxe d'occupation de la voie publique. À partir du moment où on vient récupérer ce que le monsieur ou la dame doit à la commune, il est aussi du devoir de la commune de lui trouver au moins une place adaptée pour son commerce. On le sait. Le secteur informel est aujourd'hui pourvoyeur d'emplois pour les jeunes. Mais à quand sa formalisation? Sur la question, les acteurs concernés sont réticents. Donc souvent, mieux vaut être dans ce secteur que d'aller formaliser ton entreprise où tu ne peux plus fonder les impôts, où tu vas contribuer plus et tu n'as pas accès au marché public, ça c'est un, et tu n'as pas aussi accès au financement. Il reconnaît toutefois que la structuration du secteur informel s'avère nécessaire pour en faire un véritable levier de l'économie burkinabé. Et pour soutenir tout cela, l'État a créé des fonds. Ils ont pour mission de soutenir la création des entreprises et aussi la gestion des affaires. Ils doivent aussi accompagner à la création des emplois. Adama Agiti, Monkondabire. Didier Wenpouré Tapsoba est un jeune entrepreneur qui prospère dans la vente des téléphones portables. Il y a de cela 6 mois, il a bénéficié d'un prêt de la FASI. Une aide qui lui a permis d'agrandir son commerce. Mieux, Wenpouré embauche 2 jeunes. On m'a accordé 500 000 francs, j'ai même fini de payer ça. Bon, actuellement, je n'ai pas encore le prix. Bon, je suis en train de voir dans quelle mesure je peux gagner plus que ça pour pouvoir bien exercer mon travail là. Une chance qu'Irianata Kwanda scrute le ciel pour espérer avoir. À force d'attendre vainement un crédit pour agrandir sa boutique, cette vendeuse d'appareils électroménagers a fini par se lancer dans le service de nettoyage, question de diversifier ses sources de revenus. On a fait beaucoup de demandes à les déposer sur des lieux, mais on n'a jamais eu de financement. On fournit les papiers, mais jusque-là, ça ne va toujours pas. Malgré les réformes dans le secteur financier à travers l'institution des fonds nationaux, l'accès au financement du secteur informel reste difficile pour la plupart des acteurs. Des institutions comme la microfinance, où les taux d'intérêt sont de 14, souvent même 18%, et on dit qu'on veut aider les gens à lutter contre la pauvreté. Au contraire, on vous donne des crédits même qui vous appauvrissent. Et au niveau de l'État, il y a un fonds qui s'occupe du secteur informel, notamment le fonds d'appui au secteur informel, où actuellement le taux est de 13%. Nous trouvons que c'est exagéré. Si tu dois entendre qu'il y a de l'argent, si tu rentres, on va te demander que tu as quelle garantie.
qu'il n'y a pas de garantie. D'octroyer un fonds de soutien aux initiatives économiques des jeunes et des femmes à un taux réduit. Même pour les acteurs, la gestion de ces microfinances pose problème. Vous prenez le FASI, il n'y a pas quelqu'un qui est là-bas. Si le FASI dit aujourd'hui qu'ils ont octroyé 1 milliard aux promoteurs du secteur informel, mais vous n'avez pas quelqu'un là-bas qui peut attester. Si le FASI a donné l'argent à des fonctionnaires, vous n'avez pas quelqu'un là-bas qui peut attester. Nous pensons qu'on n'a pas besoin d'être dans le comité de crédit, mais au moins intégrer au moins quelqu'un dans le comité de gestion. La création d'emplois massifs pour la jeunesse est l'un des défis auxquels le nouveau régime devra faire face. Une réforme du secteur s'avère donc nécessaire en vue de promouvoir l'auto-emploi en facilitant l'accès au crédit. Voilà, et pour en parler, nous sommes avec M. Boukari Sawadogo du Centre de gestion agréé. Bonsoir, M. Sawadogo. Bonsoir, M. Simon. Alors, avant de revenir sur la question de financement évoquée tout à l'heure, éclairez-nous justement sur cette question du secteur informel. Quand on parle de secteur informel aujourd'hui, qu'est-ce que cela rapporte à quoi exactement? C'est quoi le secteur informel? Merci. Je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de secteur informel, il faut dire qu'il n'y a pas de définition unanimement utilisée en la matière. Les organisations internationales ont des définitions, mais également au niveau interne, on a des définitions qui consacrent le secteur informel. Et si nous prenons au niveau du Bureau international du travail, je crois que c'est dans les années 70 que ce concept est né. Mais avec le temps, il a été beaucoup plus modifié et on parle aujourd'hui beaucoup plus d'économie informelle que de secteur informel. Alors, la différence, c'est quoi? Bon, la différence, c'est que quand on dit secteur informel, on va parcourir les acteurs, le type d'activité. On va se rendre compte que tous les secteurs économiques sont concernés par cette question de l'informel. Donc, on parle beaucoup plus d'activités informelles que de secteur informel ou d'économie informelle. Et qu'est-ce que ça représente justement pour notre économie? Alors, au niveau de notre économie, il faut dire que ça renvoie un peu à une définition de l'administration centrale. Notamment l'administration fiscale parle de secteur informel, mais aujourd'hui, de la loi par le CNT, il a été mis en place ce qu'on appelle la CME, la contribution de la micro-entreprise, qui remplace désormais la contribution du secteur informel, d'où l'appellation des secteurs informels qui disparaît au profit des micro-entreprises. Alors, au niveau de l'administration fiscale, ce n'est pas une question des secteurs, mais c'est une appellation liée un peu à la taille de l'entreprise, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les marchands. Voilà, c'est le niveau mais il y a des entreprises formelles qui sont toujours dans le secteur informel. Exactement, bon, qui sont considérés comme des acteurs du secteur informel. Mais avec la nouvelle appellation, je pense que ça lève un peu l'ambiguïté qu'il y a au niveau de cette appellation et de la taille de l'entreprise. Oui, mais pour nous, on vient savoir quel genre d'entreprise peut-on classer dans le secteur informel et quel autre peut ne pas être classé? Alors, pour ce cas, je pense que aujourd'hui, si nous voulons qualifier une entreprise d'informel, il faut aller à une définition beaucoup plus globale qui puisse les intégrer dans le cadre de l'utilisation donc de l'économie informelle. Ça veut dire que c'est une entité économique qui n'a pas d'enregistrement officiel, qui n'a pas de documents administratifs et qui n'a pas non plus adopté des normes de gestion en matière donc de tenue de comptabilité. Donc ce sont ces deux dimensions. Donc on a la dimension juridique qui renvoie aux documents administratifs et on a la dimension gestion qui renvoie à l'adoption de normes de comptabilité reconnues dans un pays donné. Alors donc aujourd'hui on peut considérer qu'un acteur de l'économie informelle est un acteur qui soit il n'a pas de documents administratifs, soit il a des documents administratifs mais qui ne tient pas de comptabilité suivant les normes éditées en la matière. Alors, et quelle est la part justement de ce secteur informel-là dans le produit intérieur brut? Alors, la part, il faut dire que suivant les statistiques, les données varient, mais en général, on peut admettre... Souvent de 32%, est-ce que ce sont les bons chiffres? Oui, c'est des bons chiffres parce que si on doit s'appuyer sur, on doit se baser sur les statistiques de l'INSD et avec les enquêtes 1, 2, 3 qui ont été soutenues par des institutions. Ça permet de révéler que le secteur informel contribue pour plus de 30% au produit intérieur brut.
Alors plus de 30% parce que dans les précisions, il y a beaucoup de sources. Mais quelle que soit la source, quand on regarde, le secteur informel contribue de plus de 30% au produit intérieur brut. Et il y a des analystes qui disent que c'est un secteur, s'il était bien organisé, pourrait amener le Burkina à avoir une croissance à 2 chiffres. Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est vrai. C'est vrai. Parce que nous n'avons pas cessé depuis 2007 à dire qu'il faut en tout cas mettre le cap sur une organisation de ces acteurs, parce qu'ils constituent vraiment un vrai levier, comme l'a dit le reporter, un vrai levier de développement, du moment où ce secteur regroupe près de 80% des actifs. Et si on ne distingue pas le secteur informel agricole, ça veut dire qu'en fait c'est l'économie. C'est la base même de l'économie. Et quand vous regardez en termes d'emploi, en milieu urbain, c'est le principal secteur ou la principale activité qui permet aux gens d'avoir un emploi. Et c'est également un soubassement du social. Parce que sans le secteur informel, je ne sais pas quelle politique économique on va mettre en œuvre pour résoudre les questions de chômage, les questions de santé et les questions d'éducation. Je crois que le reporter a bien fait de fixer quelqu'un qui, par son activité de charrette, prend en charge 4 personnes. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et nous pensons, comme vous l'avez dit, que organiser ces acteurs, les accompagner, serait donc une action noble de développement, parce que laissés à eux-mêmes, et très souvent, il y a du gaspillage, mais ils ne savent pas. Et quand on parle d'impôts, vous voyez que le responsable, M. Zangri Seydou, que je connais bien, on a beaucoup travaillé ensemble, les gens ont l'impression qu'en se cachant, on gagne davantage. Alors que ce n'est pas le cas. Quand on se cache, on ne peut pas optimiser. On ne peut pas profiter des opportunités. Et donc, il faut les accompagner de telle sorte que la problématique engagée qui est telle que est-ce qu'on gagne, on ne gagne pas, il faut contrebalancer les choses de telle sorte que se formaliser soit plus avantageux que rester dans le secteur informel. Oui, mais comment se formaliser si on n'a même pas accès au financement? On a parlé tout à l'heure d'accès au fonds FASI qui n'arrive pas à financer tout le monde, et ensuite les banques classiques qui ont des problèmes de garantie, des taux de remboursement de 14 à 18%. C'est difficile pour quelqu'un qui débute une entreprise de pouvoir respecter tout cela. Oui, c'est vrai, et ce sont des données qui sont réelles, mais je pense que quand on dit qu'il faut les accompagner, c'est aussi mettre en place un paquet de services qui puissent permettre à ces acteurs, malgré le fait qu'ils payent l'impôt, malgré le fait qu'ils jugent des taux d'intérêt élevés, qu'ils puissent être rentables. Cela n'empêche pas également de mettre en place des dispositifs de financement avec des taux bonifiés, avec des facilités pour permettre aux gens d'avoir donc ces financements. En matière de microfinance, on dit généralement que les taux montent avec les risques. Et vous savez, dans le secteur informel, il y a ceux qui sont acteurs informels et qui veulent réellement se développer, mais il y a ceux qui sont acteurs informels où l'octroi des crédits présente un risque énorme. Alors donc, il faut faire la part des choses. C'est pourquoi nous, au niveau du CGA, avec l'accompagnement de la Chambre de commerce, nous essayons de mettre en place ce qu'on a appelé les mesures d'accompagnement. Bon, c'est pas une norme ISO, mais on a dit ISO, informer, sensibiliser, organiser, et ensuite passer par une phase de formation, d'accompagnement et de suivi. Ça va permettre à toutes les parties de non seulement de disposer de données statistiques fiables sur les acteurs eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des chiffres, les chiffres d'une enquête à une autre, les différences sont tellement énormes qu'on n'a pas réellement le pouls de ce secteur-là. Donc je pense que c'est l'ensemble des actions qui vont être menées, qui vont être déterminantes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un enjeu majeur pour notre économie. Aujourd'hui, on parle de pression fiscale, on parle de recouvrement de l'impôt. Alors, l'assiette est tellement réduite qu'il faut travailler à ce que l'assiette soit plus large pour permettre à l'État d'avoir des recettes et de réinvestir et même d'allouer encore ces recettes au financement de ces petites entreprises pour atteindre ce que on appelle dans le jargon le Washington Consensus, qui est en fait taux bas, assiette large. Ça permet à chaque acteur d'être visible et de travailler en respectant les normes. Alors, pour terminer, il y a un syndicat, le Sinakombe, qui vient de lancer son propre fonds pour financer effectivement le secteur informel prioritairement. Est-ce que là aussi, il n'y a pas de risques
de se retrouver avec des fonds à n'en pas finir, et puis la gestion qui peut poser problème même entre les acteurs qui promeuvent justement ceux qui promeuvent ces genres de choses, de fonds. C'est vrai, nous avons eu connaissance du lancement de ce fonds. C'est vrai, il peut y avoir un risque, mais je pense que c'est à l'État de tracer le chemin, de donner un rôle ou un pouvoir à chaque acteur pour pouvoir canaliser les efforts. Parce que l'émiettement des dispositifs, des initiatives n'est pas une bonne chose pour le secteur informel. Et je pense que en tant qu'association, elles peuvent être intégrées dans des dispositifs. Je crois que M. Sédou a abordé quelques aspects. On peut aller à une phase d'implication des acteurs du secteur informel à la mise en œuvre des activités ou des actions en leur faveur. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut dédouaner l'administration de son rôle de développement d'institutions ou de financement adaptés au profit de ces acteurs. Parce que quand vous prenez une association, elle ne peut pas donner les garanties nécessaires pour lever suffisamment de ressources pour faire financer ses membres. Et quand on voit l'ensemble des acteurs et l'association, ça présente un risque quand même pour un bailleur, pour mettre plusieurs milliards à la disposition d'une association sans caution de l'État. Ce qui veut dire que l'État a un rôle majeur à jouer, et c'est à l'État, et avec les nouvelles autorités, nous avons un peu lu les programmes d'activité. Je pense qu'il y a des actions qui vont dans ce sens, et il convient donc d'avoir une action très lisible de ce secteur pour permettre aux acteurs de se positionner par rapport aux dispositifs qui vont être mis en place. Alors, merci M. Boukari Sawadogo. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre de gestion agréé et vous êtes venu nous parler du secteur informel. La suite du journal. Grâce au bitume, la route Dori-Setenga, frontière du Niger, a un impact économique. De nombreuses sociétés de transport empruntent désormais le tronçon, ce qui permet à la direction régionale des douanes de prospérer dans les recettes. Amadou Ilboudo, Aboubakar Sagno. Nous sommes à Seitenga, au premier poste de gendarmerie en provenance du Niger. Les cars sont à l'arrêt, les passagers descendent pour les contrôles d'usage. Depuis sa construction en 2012, la route Dori-Seitenga, frontière du Niger, est empruntée par plusieurs sociétés de transport qui desservent Dori, Ouagadougou, Niamey et même Abidjan, la capitale économique ivoirienne. En tout cas, il y a au moins 5 départs par jour de Dori pour Niamey, tellement la route, ça se passe très bien. Ici, c'est un peu long plus comme Kantiari. Un peu, hein. Mais la route là même, il est bien, parce que tu sais Kantiari, la route c'est cassé. Encore, il y a bandits, couper la route là. Tout ça, c'est dans la Kantiari. Mais ici, c'est facilement. Même la nuit, tu conduis, il n'y a aucun problème. Le corridor Ouaga-Kaya-Dori-Terra-Niamey est aussi de plus en plus emprunté par des camions de transport de marchandises diverses. Selon la direction régionale des douanes du Nord, il n'y a pas encore d'études sur l'impact économique du bitumage du tronçon Dori-Seitenga, long de 51 km, mais le trafic, de même que les recettes douanières au profit du budget de l'État, ont positivement évolué. Avant le bitumage de la voie, en 2010, le bureau de douane de Seitenga a réalisé 50 millions de recettes douanières sur des prévisions de 82 millions, soit un taux de réalisation d'environ 60%. Et après la construction de la voie, ce taux a évolué positivement de façon continuelle jusqu'à nos jours. En 2012, par exemple, nous avons eu un taux de recouvrement de 104%, et en 2013, un taux de recouvrement de 125%, en 2014, un recouvrement de 132%, et en 2015, un taux de recouvrement de 160%. Pour dire que de 50 millions de recettes en 139 millions de recettes en 2015. En plus de cela, nous avons aujourd'hui une demande de plus en plus forte pour les exportations des céréales. De même, nous avons une augmentation du niveau de transit
notamment le bétail qui quitte le Niger, qui passe par Seitenga, Dori, et à destination des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana. En plus de l'accroissement des recettes et des exportations, le bitumage de la route Dori-Seitenga a boosté l'économie locale. De petits commerces se sont développés le long de la route. L'axe Dori-Seitenga, frontière du Niger, a été construit dans le but d'améliorer l'accès des populations des zones enclavées aux marchés et aux services sociaux de base et favoriser les échanges entre les pays de la sous-région. Des centres d'éducation préscolaire à la disposition des enfants des zones non loties de Ouagadougou. Grâce à un projet, 12 ont été construits et déjà fonctionnels à prix social. Pour y entrer, chaque enfant paye entre 15 000 et 20 000 francs CFA. Alidou Badini, Céline Ilboudou. L'ONG Enfants et Développement, en collaboration avec l'Association de soutien aux enfants en circonstances difficiles à SECD, a construit 12 centres d'éveil et d'éducation précolaire au profit des enfants des zones non loties de Ouagadougou et de Samba. Pour donner la chance aux enfants démunis dans ces zones non loties d'aller aussi à la maternelle, parce qu'on sait bien qu'au Burkina, la maternelle coûte cher. Et souvent, la population croit que c'est réservé seulement pour les gens qui ont les moyens. Le projet Accès à l'éducation précolaire dans les zones périurbaines de Ouagadougou et de Samba s'est étendu sur 5 ans avec plus de 500 millions de francs CFA d'investissement. Nous, on est très satisfaits de la collaboration qui a pu être faite avec notre association partenaire, la SECD, avec qui nous avons pu atteindre les objectifs de ce projet, qui était un projet ambitieux, de construire 12 écoles dans des zones non loties pour les enfants qui sont plutôt issus de familles défavorisées. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un succès. La présente cérémonie marque la fin du projet. Les centres d'éducation et d'éveil précolaire sont désormais rétrocédés aux mairies de Ouagadougou et de Samba. Le vrai défi, selon la directrice de l'ONG Enfants et Développement, consiste à garder les frais de scolarité à un prix conforme à la réalité socio-économique des communautés. Au centre de formation université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, les étudiants s'impliquent dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Ces étudiants ont tenu une conférence de presse vendredi dernier pour donner leur lecture de la situation. Réunis dans un club, ils font le département d'anglais. Lamine Karantao, Mounibaro. Plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Inondation par-ci, sécheresse par-là. Bref, ces fléaux se manifestent sous diverses formes avec des conséquences souvent désastreuses. Le club anglais de l'université Aube Nouvelle veut donc prendre le taureau par les cornes en organisant les activités pour trouver des solutions idoines afin de limiter la dégradation de l'environnement. Ceci permettra non seulement de conscientiser certains d'entre nous à prendre des actes et des pratiques de co-citoyens afin de réduire tout simplement la pollution sur notre environnement. L'environnement, nous devrons tous la protéger pour le bien-être de cette génération présente et aussi pour la génération future. Pour lutter efficacement contre la pollution et les changements climatiques, le club a entrepris des démarches, une façon d'amener les étudiants à entrer en contact avec leur environnement immédiat. Et certainement à la fin, les mentalités vont changer. Pour les environnementalistes, cette activité du club anglais de l'université Aube Nouvelle mérite d'être encouragée pour le bien-être de tous. Une activité qu'on doit soutenir, parce que ça fait partie de nos attributions. Et que quand on dit l'environnement, bon, c'est pas seulement la direction. Tout le monde est appelé alors à œuvrer dans le sens d'éco-citoyenneté. Dans le cadre d'une sortie d'études, le club a prévu de se rendre à Denderesso, Bama et Samandeni, une façon d'amener les étudiants à percevoir les réalités climatiques, afin d'apporter leur contribution à l'équilibre de l'écosystème. Du spectacle samedi soir à la Maison du Peuple de Ouagadougou, la compagnie Irène Tassambedo a présenté sa création Comme BBC ou Jeunesse. Selon la créatrice, Comme BBC exprime les aspirations d'une jeunesse à la recherche de son chemin. Moussa Ouedraogo, Monkonda Bire. Des mouvements corporels dans une mise en scène orchestrée.
Kombi Bissé ou jeunesse traduit à travers chants et danses la force émotive d'une jeunesse en perpétuelle quête du bien-être social. Donc son rejet des carcans politiques et culturels. C'est un spectacle qui parle de la jeunesse bouillonnante, de la jeunesse d'aujourd'hui, qui a envie de partager leurs émotions avec tout le monde. Donc j'espère qu'ils vous ont donné de l'émotion, qu'ils vous ont fait vibrer, que les chanteurs, avec les textes qui étaient amoureux en français et en anglais, que tout le monde a compris, que ça vous a quand même parlé. Ça peut vous énerver aussi, mais même si c'est énervé, c'est un sentiment important qui fait avancer les choses. Sur la scène, se sont succédés divers pas de danse, aussi bien modernes que traditionnels. Près de 2 heures d'horloge durant, la troupe a évolué devant un public acquis à sa cause. C'est vraiment fantastique. Tout d'abord, la qualité de danse, est vraiment, c'est formidable. C'était génial. Très beau, très enlevé, dynamique, très jeune. Vraiment, je souhaite que le maximum de gens puissent voir ce spectacle. Cette présentation est une première. Et la promotrice compte la faire voir sur différentes scènes à travers le Burkina Faso. Pour l'heure, les populations de Ouagadougou sont invitées à voir cette création en spectacle jusqu'au 29 de ce mois à la Maison du Peuple. L'artiste musicien ZS met sur le marché du disque un maxi single. L'artiste y rend hommage aux martyrs de l'insurrection et à Thomas Sankara. Il dit vouloir contribuer à immortaliser ces figures. Mokhtar Ouedraogo, Monkonda Biri. Une inspiration spirituelle sur des notes mélancoliques, timbrées de gospel et de blues. Telle est la substance de ce maxi, qui se veut un devoir de mémoire de l'artiste musicien ZS vis-à-vis des martyrs de l'insurrection. Mais aussi et surtout, un devoir de redevabilité à l'endroit des grandes figures de lutte, telles que Norbert Zongo et Thomas Sankara. En effet, ZS se dit admiratif de ce dernier qu'il considère comme un héros mondial. Il fallait que je l'écrive, c'est un maxi single, et je crois qu'en 2 chansons, j'ai eu le culot, permettez-moi, de parler au nom de ceux-là qui sont partis pour nous, pour que vous et moi nous soyons là. Et j'espère n'avoir pas trahi leur mémoire, j'espère avoir été le plus possible juste, mais très modestement. Et donc, oui, je l'ai dit au début, c'est égoïste, je l'ai fait pour moi, pour ne pas sombrer, comme je l'ai dit pour la musique, je l'ai fait pour moi et en espérant, en toute humilité, que le contenu de ces chansons-là reçoive l'assentiment du plus grand nombre, des Burkinabés, des Africains et du monde entier. L'artiste présente cette composition comme un catharsis et une thérapie personnelle. Une œuvre d'esprit qu'il espère résistera au temps. Et nous recevons à présent Jérôme Tiendrevego pour la chronique Dimanche Sport, avec essentiellement de football. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Simon Gongo. Aujourd'hui, on jouait, on va dire ce week-end, on jouait la 7e journée du championnat national de football. Alors, première division, 7e journée qui s'est achevée ce soir, même cet après-midi, avec au stade Wobi de Beau-du-Lasso, l'Asfa Yenenga qui, après 3 défaites à 2 rangs, arrive à dominer la SFB, 2 buts à 1. Enfin, voilà, enfin. Et ça avec la grande partie des matchs sont joués. Donc, les matchs sont joués samedi avec à Dédougou, Banqui Sport qui est tombé devant l'étoile filante de Ouagadougou. On se rappelle que la semaine passée, les feux étaient tombés. Ça avait coûté la place à Georges Tripp, l'entraîneur. Donc, c'est Salif Sanou qui a coaché cette équipe-là, qui a battu Banqui Sport 1 but à 0. Terrain RCB, l'AGEB a tenu l'USO en échec, 0 à 0. Et bonne grosse victoire, j'allais dire, du RCK face à l'USCO, à Ouagadougou, donc triplé de Mohamed Silla, 3 buts à 0. Et le choc des extrêmes, l'USFA qui était dernière contre COSAF qui était en tête de championnat. Et grosse surprise, c'est l'USFA qui arrive donc à terrasser le leader avec 3 buts à 0. On se rappelle que ça avait coûté également, les mauvaises prestations du club militaire avaient coûté la place à Xavier Kaboré et c'est Issa Balboné qui est venu à la rescousse. Et voilà, 3 buts à 0 pour commencer. Et on peut parler de l'effet Balboné. Ce n'est qu'un match, mais on espère que pour les Usphasiens que ça va se poursuivre. Et les autres matchs de la journée d'hier, on va voir ça en image, Simon Gongo. L'USI qui accueillait
le Santos et le but sur coup de pied arrêté à la 11e minute de Issa Omar Compaoré et la réplique à la 20e minute sur coup de pied arrêté encore, donc signé Mamana Ouedraogo, c'était à la 20e minute, et 3 minutes plus tard, coup de pied arrêté encore, Rwamba Draman, il était au deuxième poteau bien placé à l'affût, alors il reprend pour le but de la victoire. Luzi qui accueille à Koudougou, ils sont suspendus, le terrain est suspendu, donc voilà le Santos qui engrange sa première victoire de la saison. Et on va voir également, voilà, ça c'est le but de l'égalisation de l'AS Sonabel qui face à Majestic qui avait ouvert le score grâce à Issouf Kabouré à la première minute, on va dire des extrêmes encore, hein, ouais. À la première minute, et égalisation à la 90e minute. Et cette 7e journée avait commencé vendredi avec le déplacement du BPS à Bobo-Dioulasso pour affronter le RCB. Cuisante défaite, 4-1 pour le RCB, et c'est la première défaite de la saison du BPS. Le classement rapidement, Simon Gongo. La première place est occupée par le RCK qui monte de 2 matchs. RCK 13 points plus 6. Deuxième Uzo 13 points plus 4. Troisième COSAF 13 points plus 1. Quatrième RCB 10 points plus 5. Cinquième BPS qui descend quand même 10 points plus 5. Et à la dernière place, puisque le temps presse, on a l'ASFB qui est scotché, mais l'USFA qui monte jusqu'à la 12e place grâce à sa victoire devant donc COSAF. Alors on va s'arrêter là, Jérôme, nous sommes à 40 minutes de journal, on avait prévu 40 minutes et on l'a annoncé aux téléspectateurs. On va dire le reste, on va prendre rendez-vous demain au magazine des sports à partir de 21h. Ce sera pour parler 21h avec Christelle Dabry. Alors, et à ce moment-là, on pourra parler de la deuxième division championnat national de 2-2 qui s'est joué aujourd'hui. Il y avait une rencontre entre l'AS Police et Salitas au stade Issoufou Joseph Konombo. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Bonne suite de programme sur la RTB. Et puis, tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Jacques Lamy Satar Paga à 22h15 pour la dernière édition.